le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif, votre balado qui traite en fait de planification financière. Ça comprend les investissements, ça comprend le budget, ça comprend les aspects légaux, bien sûr la fiscalité, la retraite et pourquoi pas l'immobilier. Régulièrement, on parle d'immobilier et je veux vous parler d'immobilier aujourd'hui pour faire un rapprochement avec les frais de gestion. Les frais de gestion, il y en a un petit peu partout, mais vous savez, ça ne veut pas dire que des frais sont petits, que ce qu'on achète n'est pas trop cher. Avec les actions, ça, c'est possible, justement, avec peu ou pas de frais, acheter quelque chose qui a un multiple tellement exagéré que finalement, on a payé trop cher. Des fois, on se projette pour la prochaine décennie et on comprend avec les multiples de bénéfices des entreprises que pour la prochaine décennie, les rendements seront peut-être plus près des 4-5 % que des 10-15 comme la décennie précédente. On peut donc acheter, même si ce sont des frais très petits avec des FNB, on peut acheter des placements qui sont trop onéreux. Et puis, je vais faire un parallèle avec une image dans l'immobilier que vous avez peut-être vu passer tellement la chose est spectaculaire. Dans Cube, sur le site de cube.ca, on a vu une maison de type shoebox. Vous savez, on les appelle comme ça, boîte à souliers. Ce sont de toutes petites maisons dispersées dans différents quartiers au Québec. Et la majorité ont été construites au début du 20e siècle. Et des petites maisons comme ça, vous voyez, elle est en pierre. C'est charmant, oui, mais ça se vend quand même très cher. 850 000 $ pour la mini-maison que vous avez là, qui a peut-être 2 pièces, 3 pièces. Et alors, si vous optez pour une version d'acheter une maison directement par le propriétaire, vous ne payez pas de commission. On s'entend, hein? Alors, ça peut ne pas être très cher ou des fois, il y a des sites web, ça ne coûte que 1 000 ou 2 000 $ ou avec un agent. L'agent, dépendamment de sa commission, il y a une série de services. Ça ne nous assure pas que la maison, on la paye trop cher ou pas assez cher. Ce que ça fait, c'est un droit d'entrée. Alors, des frais de gestion, surtout dans les FNB, les fonds communs de placement, des fois, c'est un droit d'entrée pour une expertise, mais ça ne nous dit pas nécessairement si ce qu'on achète est trop cher ou pas assez cher. Vous avez des gens qui vont peut-être payer une commission avec un agent pour une propriété comme ça, de quelque chose de 20 000 $, 30 000 $, ils vont dire c'est épouvantable. Oui, mais si l'agent a été capable de vous faire payer la maison 700 000 au lieu de 850, bien, mathématiquement, on comprend que son travail a été très important. Surtout aussi s'il dit, écoutez, c'est une maison que j'ai déjà vue, il y a des vices importants sur le solage, abstenez-vous. Là, on vient de sauver des fortes sommes. Alors, dans le conseil financier, vous avez des frais. C'est vrai, mais ça ne garantit pas que si on paie des frais très petits, voire minuscules, microscopiques, que ce qu'on achète est cher ou pas assez cher. Il faut donc faire ses devoirs et peut-être avoir de l'aide, ça nous permet d'y voir plus clair. Le balado, le planif. Avec plaisir, au balado Le Planif, on reçoit un journaliste futé. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabien. Est-ce que c'est la première fois qu'on te présente comme ça? Ben oui, j'aime bien. Oui, parce que tu rédiges les chroniques L'Investisseur futé dans le Journal de Québec et de Montréal et tu es journaliste économique. Ça fait un bout de temps déjà pour la famille québécoise. Oui, depuis 2018 et avant ça, j'étais à la presse canadienne, donc ça doit faire quasiment 20 ans que je suis journaliste économique. Ah oui? Ouais. Et qu'est-ce que tu as découvert avec ces années d'expérience-là? Ben que l'économie est dans tout, ça tu sais ça déjà. Et c'est vraiment au début, il n'y a personne qui veut devenir journaliste économique. On se lève pas, on rêve pas enfant de devenir journaliste économique. Mais un peu par accident, moi j'étais journaliste à Ottawa, je couvrais la politique, puis je voulais revenir à Montréal, puis il y avait un poste de journaliste économique, puis je dis pourquoi pas. Mais j'avais, mon père avait un garage, avait son entreprise, puis tu sais, ma mère faisait la comptabilité, fait que je connaissais ça un petit peu. Tu sais, j'avais mon père, il achetait des actions de mines, tu sais, les mines juniors dans les années 80, c'était bien à la mode. Puis mon père lisait je me rappelle, il regardait les cotes de la bourse dans le journal des affaires, tu sais, sur papier à l'époque. Ah, des fois, ça prenait quasiment la moitié du journal. Oui, c'est ça. Puis dans le journal de Montréal aussi, il y a longtemps, il y a eu les cotes de la bourse et tout ça. Puis tu sais, j'avais comme une connaissance très embryonnaire, mais je savais un peu c'était quoi. Puis ça a piqué
piqué ma curiosité. Puis tu vois, je suis encore journaliste économique aujourd'hui, alors il faut croire qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. OK. Tes champs d'expertise qui te passionnent un peu plus, parce que l'économie, c'est large, là, c'est large. Ben, c'est beaucoup les sociétés d'État comme la Caisse de dépôt, Investissement Québec, les entreprises cotées en bourse québécoises comme Bombardier. J'ai couvert longtemps Bombardier, la C-Series, le développement aéronautique. La saga. La saga, oui, on peut le dire, qui était quand même le plus gros projet industriel jamais développé au Québec. On parle de 6 ou 7 milliards de dollars pour développer un nouvel avion. Un avion à partir de zéro. Exact. Là. Oh oui, ça, c'était passionnant, vraiment. Et là, maintenant, c'est ça. Je couvre beaucoup la Caisse de dépôt. Et là, on se rapproche de l'investissement beaucoup parce qu'évidemment, la Caisse fait des choses. Et là, tu te dis, est-ce que je devrais faire la même chose dans mon portefeuille à moi? Fait que ça m'a amené naturellement vers l'investissement, vers les placements. Puis en vieillissant aussi, tu le sais, plus on vieillit, plus on accumule un peu d'argent. Puis plus on s'intéresse à nos placements, puis où on va mettre ça. Puis on commence à penser à sa retraite et tout ça. Alors, tu as suivi un peu les traces de ton père aussi. Tu as commencé à faire des placements. Exact. Est-ce que c'est récent ou ça fait plusieurs années? J'ai pas acheté d'actions de mine junior. Non. Moi, je gère mon portefeuille depuis le début de ma vingtaine, donc depuis pas mal le début de ma vie professionnelle. J'ai eu un conseiller au tout début, puis après ça, je m'en suis occupé moi-même. Mais évidemment, j'ai fait les erreurs que tout le monde fait et c'est comme ça qu'on apprend. Hein? Ouais. Et à un moment donné, je me suis senti assez à l'aise, pas pour donner des conseils, mais pour parler à mes lecteurs de ce sujet-là, parce que je pense qu'on vit tous un peu la même... Il y a de plus en plus de gens qui veulent gérer leurs affaires eux-mêmes, gérer leurs placements eux-mêmes, et je me suis dit, il y a peut-être un rôle que je peux jouer là-dessus pour informer les gens sur comment s'y prendre. OK. Alors, l'investisseur futé s'adresse à tout le monde, mais aussi à ceux qui veulent gérer eux-mêmes. C'est beaucoup, mon lectorat type, c'est beaucoup des gens qui veulent investir eux-mêmes. Et j'ai quand même beaucoup de lecteurs qui ont des conseillers, mais qui veulent comprendre ce que le conseiller fait, qui veulent un avis externe, qui veulent voir d'autres façons de faire et tout ça. C'est toujours, tu sais, même si c'est un excellent conseiller, tu sais, c'est toujours bon d'aller voir ailleurs, de challenger cette personne-là. Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Puis je pense que on peut pas juste se fier aveuglément à quelqu'un. Il faut essayer de comprendre soi-même. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et je pense que ça peut aider tout le monde, en fait. OK. Sylvain, tu m'as allumé quand tu as dit que tu as fait de nombreuses erreurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'ai pas fait l'erreur typique là, de la personne, justement, qui investit dans des titres très risqués et qui perd beaucoup d'argent. Souvent, on entend ça. Il se lance en bourse. 800 000 dans Nortel, puis ça valait 600 à la fin. Nortel, après ça, il y a eu Shopify, Lightspeed. Lion électrique. Ça, j'ai beaucoup d'investisseurs, malheureusement, qui se sont brûlés avec Lion. C'est une entreprise dont on parlait beaucoup dans les médias. C'était dans une industrie en vogue, l'électrique et tout ça. Puis beaucoup de gens qui se sont dit, j'y vais. C'est à Saint-Jérôme. On peut pas se tromper. Le gouvernement est là-dedans. Ah oui, ça c'est... effectivement, c'est une forte caution. quand le gouvernement est là, des fois, il vaut mieux se tenir loin. Mais non, j'ai pas fait ce type d'erreur-là. Moi, l'erreur que j'ai faite, ça a été d'être trop prudent. D'être trop dans les obligations, d'être trop dans des fonds pépères alors que j'avais 20 ans. Puis tu sais, tu réalises pas quand tu as 20 ans, mais tu as toute la vie devant toi. Et le temps, oui, joue en ta faveur, mais si tu le laisses dans des obligations, le temps va pas jouer tant que ça en ta faveur. Donc, j'étais trop prudent. J'ai pas été assez exposé au marché américain alors qu'on... Tu sais, aujourd'hui, on le voit, mais tu sais, quand tu étais en 2010, c'était le début de la révolution informatique. Ouais. Et moi, je pense que j'étais resté j'avais été traumatisé comme beaucoup de gens de moi, j'ai 48 ans. Tu sais, des gens qui avaient été un peu traumatisés par le dot-com en 2000, la crise, la bulle du dot-com en 2000. Puis je m'étais tenu loin de ça à cause de ça, mais ça m'a fait manquer l'immense croissance qu'on connaît depuis 2010 ou 2013. Là. Ben oui, mais c'est, je te dirais, quand Barack Obama, en mars 2009, a fait une déclaration au peuple américain en disant c'est l'occasion d'une vie d'entrer et d'être propriétaire des entreprises américaines. C'est le plus gros call direct, je pense, qui a été adressé. Mais le SP500, tu as bien fait de le mentionner, puisque de 2000 à 2013, il est au neutre. Là. Oui. C'est 13 ans perdu. Quelqu'un qui entrait en 2000 au sommet avant de retrouver un sommet durable. Là. Alors, mais durant cette période-là, je pense que ta prudence était quand même justifiée. Oui, ça m'a aidé parce que j'étais plus dans le marché canadien. Donc, le marché canadien a mieux fait en 2000 et 2013. Avec les fiducies de revenus, là. Oui.
Mais le problème, c'est que j'ai pas switché à un moment donné au marché américain. J'aurais dû acheter quand c'était bas, tu sais, mais je savais pas. Moi, tu peux pas le savoir ce qui va arriver. Et ma diversification était pas... J'étais trop dans... comme beaucoup d'investisseurs, on est trop dans le marché canadien. Ouais. Mais c'est pareil, partout. En France, les gens sont trop dans le marché français. Aux États-Unis, les gens sont trop dans le marché américain. On a un préjugé favorable face à notre propre marché parce qu'on connaît les entreprises et tout ça. Mais évidemment, avec ce qui se passe aux États-Unis depuis 10-15 ans, il faut être exposé à ce marché-là. Ben oui. Et j'ai fini par corriger mes affaires, mais tu vois, ça m'a coûté de l'argent, évidemment, mais bon. C'est l'erreur que j'ai, la principale erreur que j'ai faite. Okay. Et là, ton exposition au marché américain, est-ce que tu le sais à peu près en pourcentage? C'est plus que 50%. Là. OK. C'est le poids mondial aussi. Là. C'est ça, exactement. Fait que je me suis un peu aligné sur ça. Là, je suis encore sous-exposé Europe. Trop canadien, pas assez Europe. Là, l'Europe, on le voit, ça va très bien cette année. C'est phénoménal. Donc, tu vois, mais j'avais été brûlé aussi sur l'Europe. J'avais acheté un fonds, je ne me rappelle pas en quelle année, en 2005, mettons. Puis ça avait rien fait pendant 10 ans, l'Europe. Ou c'était peut-être pas un bon fonds, je ne me rappelle pas c'était quoi, mais c'était un fonds géré activement, mais qui avait sous-performé. Et là, tu te dis, tu sais, dans ta tête, un peu naïvement, tu dis, non, l'Europe, c'est pas bon, tu sais. Mais évidemment, c'est pas de même que ça marche. Mais, tu sais, ça m'avait refroidi. Puis là, en tout cas, mais il y a les devises qui viennent complexifier la tâche aussi, parce que on peut se retrouver au neutre quand il y a l'appréciation ou la dépréciation d'une devise, puis on regarde le résultat, il est vraiment décevant, mais les actions ont bougé. Mais la devise, elle a annulé une partie de ses gains. Oui, on le voit cette année avec le marché américain qui a beaucoup monté, mais en dollars canadiens, ça n'a pas monté tant que ça. Là, non, c'est vrai, c'est plus modeste. Là. Et aujourd'hui, comme investisseur un peu plus futé, aguerri, de quoi tu te méfies quand même? Et puis, qu'est-ce qui t'allume? Tu as parlé du marché américain, mais est-ce qu'il y a des choses qui viennent exciter un peu ta fibre investisseur? Je suis devenu un investisseur indiciel, beaucoup dans les FNB, et donc j'ai lâché la sélection de titres. Là. J'en avais jamais fait beaucoup, mais je me suis dit, avec le temps que je veux consacrer à mes placements chaque semaine, mettons 1 heure par semaine, là, c'est à peu près ça. Là. Et je pense que c'est plus que la moyenne des gens. C'est pas vrai que j'ai le temps de faire de la sélection de titres, de faire de l'analyse d'entreprise, de voir où telle entreprise s'en va, est-ce que c'est le moment d'acheter ou de ne pas acheter. Tout le monde est très attiré par la sélection de titres. Et c'est très excitant, la sélection de titres. Oui. Mais moi, je me suis dit, non, souvent, je suis tenté encore aujourd'hui de dire, ça, je devrais l'acheter. T'sais. Puis des fois, je l'achète, mais souvent, je vais pas l'acheter en me disant, non, c'est plus sage de rester dans l'indiciel. Mais je vais te dire une affaire, c'est plate, l'indiciel, en maudit. Absolument, parce que ça se gère automatiquement. Là. Oui, puis ça bouge pas tant que ça. Puis à un moment donné, ça descend, mais ça descend pas trop. Puis ça remonte, mais pas trop. Puis t'as rien à faire. Hein? Tu laisses ça là. T'es supposé de laisser ça là. Mais c'est pas excitant. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Moi, tu dis, oui, je suis bien investi, ma diversification est bonne, j'ai les bons FNB, tout ça, mais c'est plate en maudit. Je peux rien faire aujourd'hui. Là, tout est placé. Oui, ça bouge pas. Il faut se préparer à ça. Si tu veux y aller dans une stratégie indicielle, qui, je pense, est une bonne stratégie pour moi, il faut être prête à laisser ça là, puis à pas vouloir transiger tous les jours aussi. Tu sais. Mais c'est malheureusement pas la moyenne des ours. Quand on regarde les données de la bourse américaine, la bourse de New York, c'est 5 mois la durée de détention moyenne d'un titre FNB, action tout confondu. Là. Est-ce que justement l'investisseur est pas très futé en ce qui concerne le temps à consacrer? Oui, soit qu'on ne consacre pas assez de temps, ou je pense qu'avec les applications comme Wealthsimple ou Desjardins et la Banque nationale, maintenant, c'est gratuit. Tu peux faire 1000 transactions par mois, puis c'est gratuit. C'est très bien à la base, mais le problème, c'est que ça peut inciter des gens à négocier plus qu'ils devraient. Et comme tu le sais, plus tu négocies, moins ton portefeuille grandit habituellement. Oui, j'aime bien l'allégorie du savon. Plus vous le manipulez, moins il en reste. Exactement. Mais comme c'est gratuit, tu te dis, je vais acheter ci, je vais revendre ça. Puis tu fais ça 2-3 fois par jour pendant tout le mois. Tu as joué avec ton portefeuille sans arrêt et c'est pas bon nécessairement pour tes rendements. Ça peut l'être, mais souvent, ça ne l'est pas. Alors, c'est pas une question de frais dans ce cas-là. Là. C'est une question de se tromper et de multiplier les transactions. Mais comme il n'y a pas de frais, ça incite les gens à trader plus qu'ils devraient. Fait que moi, je pense que c'est dangereux dans ce sens-là. La gratuité peut être dangereuse. Oui. Je me souviens pas, puis je lis assidûment
l'investisseur futé. Si tu as parlé du moyen qui permet à ces sociétés-là d'offrir des transactions gratuites ou sans frais ou à très, très faible frais, le moyen qu'ils ont trouvé pour faire des bénéfices et des profits, puisque c'est pas des organismes de charité. Non, vraiment pas. Ben, il y a plusieurs façons. Ils font de l'argent sur le taux de change. La pour conversion. Les gens qui ont des comptes la conversion de devises. Donc, en dollars américains, c'est 2,5 %. Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes en dollars US. Donc, là, ils font de l'argent. Je pense qu'il y a un petit... Sur l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat, je pense qu'ils peuvent faire un petit peu d'argent là-dessus. Ils font de l'argent aussi sur l'argent que tu laisses dans ton compte compte comptant. Il y a toujours du cash dans ton compte. Eux, ils placent ça ailleurs et ils font de l'argent avec ça. Dans le fond, c'est une question de volume. Je pense qu'ils attirent des clients avec ça. Puis sur le volume, ils font oui, tu parlais de Wealthsimple. Je regardais les données. Avec 85 milliards sous gestion, le nombre de clients faisait que le compte moyen de 28 000 c'est une question de volume là, pour que ça soit rentable. Ouais. Puis si tu places ça à 3, 4, 5 % puis que tu donnes 1 % ou 2 % aux clients, ben tu viens de faire 2 % sur toutes les soldes de tous les comptes. Oui. Donc, ils ne sont pas à plaindre, je pense. Non, c'est Power Corp qui est derrière. Hein? D'ordinaire, ils ne sont pas à plaindre depuis nombreuses années. Je pense qu'ils savent compter aussi. Oui, c'est ça. Hein? Les banquiers, les financiers, ils sont, je crois, des experts dans l'art de manipuler les fractions de scène pour en faire des milliards. Exactement. C'est aussi passionnant. Oui, c'est ça. Puis ils sont proches de l'argent. Ils peuvent, ils prennent les frais directement dans le compte, donc ils sont sûrs d'être payés aussi. Ils n'ont pas de compte qui est impayé. Tu sais, c'est direct. C'est vrai. Il n'y a pas de facture à dire, voyez, payez vos frais de courtage, ils vont se servir. Puis tu parles de Power, mais je ne veux pas les blâmer. C'est comme toutes les firmes financières, mais ils ont beaucoup de fonds communs avec des frais de 2-3 %. Je mets des bémols parce que je lis des trucs là-dessus. C'est plus la masse. Je pense qu'au comptoir, on a ça dans les institutions bancaires, mais tous mes confrères, consorts, planificateurs, là, ils cherchent les produits les moins chers possibles et il y en a sans frais aussi parce que le conseil est rendu détaché du produit. Ils n'ont pas d'incitatif et on voit de plus en plus un mix de gestion active et indicielle dans les portefeuilles puisque on va répondre à ce que le client a besoin, mais il n'y a pas d'incitatif. Mais je pense qu'en succursale bancaire, il y a encore vraiment, je crois, le réflexe d'offrir les fonds maison, là. Oui, c'est ça. Quand tu vas dans une caisse pop et tu n'as pas de compte de courtage, ce qu'on va te vendre, ce sont des fonds communs Desjardins qui sont à des frais de 2 %, ce qui est quand même élevé. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de compte de courtage. Mais la révolution qu'il y a eu dans les 10, 15, 20 dernières années, c'est les FNB à faible coût. Mais pour ça, ça prend un compte de courtage. Et il faut juste... Tu sais, oui, ça n'a jamais été le meilleur moment que de gérer soi-même son portefeuille, mais encore faut-il prendre les moyens de le faire, s'ouvrir un compte, le gérer, consacrer du temps à ça. Et si tu fais affaire avec un conseiller, je pense que tu bénéficies quand même de la baisse généralisée des frais. Il y a encore des fonds à frais élevés, mais je pense que tu pourrais me le dire plus que moi, mais j'ai l'impression que les conseillers n'ont pas eu le choix de suivre et de baisser un peu leurs frais parce qu'ils sont quand même en concurrence avec des Je te dirais que le frais moyen, toute catégorie, on a des données qui proviennent de Price Matrix. C'est une compagnie associée à McKinsey, le fameux groupe de consultation. Là. Alors, McKinsey analyse ça chaque année. Ça bronche pas beaucoup. Les frais de conseil sont aux alentours de 1 à 1,25. Okay. Les frais de produit sont toujours détachés, ce qui fait que ça n'a pas de commune mesure. Quelqu'un ne prendrait que des actions à la pièce ou des paniers d'actions, et puis là, les frais sont extrêmement faibles ou réduits. Mais on doit fournir des conseils. Les premiers conseils, en fait, ceux qui ont le plus d'importance sur l'enrichissement ou l'appauvrissement, c'est le coaching émotif. Pour que l'investisseur reste investi ou ne fait pas de gaffe de suivre des modes. Le deuxième, c'est l'aspect répartition, d'avoir quelque chose d'intelligent. Le troisième, c'est l'impôt. Puis évidemment, les frais. Quatrième, c'est donc dans l'ordre ce qui influence le plus le rendement final au bout de 15-20 ans. Là. Mais tu vois, on parlait de géants indiciels. Il y a Vanguard qui a dans ses rangs quand même, je sais pas, c'est 60% des ventes sont initiées par les conseillers. C'est un géant de l'indiciel. J'aurais pas pensé, Mais ils ont commencé aussi dans la gestion active. Ils ont des fonds actifs. Je pense que d'avoir des fonds actifs, on veut la démonstration que soit ça perd moins quand ça baisse ou que sur le long terme, ça peut rapporter un peu plus. Mais oui, c'est important de regarder ça. Oui.
Et moi, j'avoue que je regarde beaucoup les frais. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose, en général, dans la vie, de regarder combien ça te coûte. Mais il ne faut pas penser juste à ça. Parce que, comme tu le dis, le conseiller, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'aime mieux aller avec un conseiller. Oui, ça va payer plus de frais overall. Mais ma répartition va être bonne et surtout, je ne vendrai pas quand ça va être quand la bourse va planter. Ils font de l'introspection. Là. Oui. Et je pense qu'il faut se connaître soi-même comme personne pour être un bon investisseur et savoir comment on va réagir quand ça va bien, comme là, cette année, tout le monde est un bon investisseur. Là, oui. Mais et je pense qu'il y a une valeur à ça. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que d'avoir un conseiller, même si tu payes plus de frais, c'est plus payant sur le rendement à long terme parce que, justement, tu ne vendras pas dans les mauvais moments. Donc, c'est pas pour tout le monde de gérer soi-même son portefeuille. Moi, je pense que c'est ma personnalité de le faire, mais de juste regarder, je vais prendre 0,01% de moins de frais, tu sais, ça donne rien à un moment donné. Et t'es mieux de payer 0,5% de plus, puis d'être sûr que tu vas rester dans le marché, que tu vas bien avoir une bonne diversification, ou encore, que de ne pas payer de frais et être dans des mauvais fonds. Tu sais, c'est ça qu'il faut penser. Il faut voir un peu plus large. Bien sûr. Ou encore d'acheter avec un faible frais un marché ou un indice qui est déjà rendu très, très cher. Exact. Le multiple qu'on accorde, par exemple, aux technologies, j'ai pas la réponse, mais je me demande si ça va valoir 600 fois les bénéfices, l'action de Palantir, par exemple. Oui. Ben là, tu vois, c'est ma prochaine chronique. Tu lis dans mes pensées. On parle de bulles depuis un certain temps, mais là, tu sais, même Jeff Bezos a dit qu'on était dans une bulle avec l'intelligence artificielle. Il a dit que malgré ça, il faut y rester. Oui, mais c'est ça. Ce qui est nouveau, c'est qu'avant, on disait une bulle, attention, faut se retirer, il faut arrêter d'investir. Mais là, les gens disent, oui, tout le monde dit que oui, tout le monde est conscient que c'est une bulle. Mais la prochaine question, c'est est-ce que c'est grave que ce soit une bulle? Et il y a de plus en plus de gens qui disent à Wall Street, c'est une bulle, mais c'est correct, elle n'est pas si grosse que ça et elle va continuer à grossir et on est vraiment dans une révolution, peut-être qu'on n'a jamais connue de notre vie. L'intelligence artificielle, ça va être partout dans nos vies. Si on pense que c'est beaucoup dans nos vies, on n'a rien vu encore. Et donc, ces gens-là disent de plus en plus, quand on regarde les multiples évaluations de Wall Street, du Nasdaq en ce moment, oui, c'est élevé, mais c'est encore moins élevé que dans le temps de la bulle du dot-com en 2000. Et à l'époque, on parlait d'entreprises qui n'étaient pas rentables, alors qu'aujourd'hui, on parle d'entreprises hyper rentables. Et donc, peut-être que les multiples sont justifiés et vont encore augmenter. Fait que, à un moment donné, c'est dur de savoir ce qui va arriver, mais c'est intéressant de voir que, tu sais, il y a des gens qui disent, c'est une bulle, mais c'est pas si grave que ça. Ça va peut-être continuer de monter. Ouais, mais remarque, je sais pas si tu dis ça à tes clients comme ça, là. Non, pas comme ça. Mais Jeff Bezos, il retourne pas mes appels. Mais c'est ça, quand on est multimilliardaire 300 fois, et puis on dit qu'il y a une bulle, puis on se retrouve, ça wipe, puis on se retrouve à 200 milliards, on dort quand même, puis il y a toujours du champagne sur la table le lendemain. Non, t'as raison, c'est pas la même. Mais c'est bon que tu dises que par rapport à la comparaison avec les années 2000 est relativement facile parce qu'on va se dire qu'il y a eu une bulle, mais il n'y avait pas de bénéfices. Puis il y avait des compagnies qui valaient rien sur papier. Là. Mais aujourd'hui, ce sont des sociétés géantes qui monnaient l'intelligence artificielle. Elles ont déjà des profits. Et les États-Unis, ce qui est vraiment fascinant, c'est le fait que la productivité n'arrête pas d'augmenter. Et ça, je pense que ça rejoint ce que tu dis. Si ça peut augmenter les bénéfices, peut-être que les ratios ont du sens. Oui, c'est ça. Et tant que l'économie américaine va tenir le coup, là, pour l'instant, on n'est pas trop sûr, mais pour l'instant, ça semble encore tenir le coup malgré Trump, malgré les incertitudes économiques, la guerre commerciale et tout ça. Pour l'instant, les profits des entreprises sont encore là. Le taux de chômage n'a pas vraiment augmenté. Donc, tant que l'économie américaine va rester solide, je pense que ça va alimenter les profits des entreprises et ça peut aider la bourse à se maintenir. Mais on ne sait pas ce qui va arriver dans 2 mois. Oui, mais si ça lâche, comme ça a lâché en mars 2020, ça a lâché aussi en 2022, quand on a vu en juillet le taux d'inflation toucher les 10% dans certains pays. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as douté de tes investissements indiciels? Oui, je pense que c'est normal. Tu dis, est-ce que je réinvestis? Est-ce que je vends? Ben moi, je ne veux pas vendre, mais tu dis, est-ce que j'en remets ou j'attends que ça baisse? Mais là, maintenant, tu attends que ça baisse pas. Tu te dis, ben là, il faudrait peut-être que j'en remette
mettre pareil? Ouais. Est-ce que ma thèse est la bonne? Est-ce que, tu sais, moi, dans ma tête, ça allait baisser cette année. Ça a baissé au mois d'avril, mais ça a remonté tellement vite que là, tu dis ça va rebaisser, mais là, ça ne rebaisse pas. En 2025, tout était aligné pour être négatif. Fait, tu sais, je pense que ça nous ramène aussi à la bonne vieille stratégie du, je le connais juste en anglais, le DCA, le Dollar Cost Averaging, où tu investis continuellement. Et si jamais ça baisse, tu baisses ton coût moyen. Et si jamais ça monte, oui, tu l'augmentes, mais au moins, tu es toujours... tu n'essayes pas de timer le marché. Non, tu investis tout le temps. Tu investis tout le temps, puis tu te poses pas trop de questions. Et ça rend l'investissement encore plus plate. Tu as des fonds indiciels, puis en plus, tu n'essayes même pas de timer le marché. Fait que tu n'as plus grand-chose à faire. Tu as juste à programmer tes investissements. Et puis, puis ça peut être payant pareil. C'est ça. Mais c'est juste qu'il faut que tu tiennes la ligne. Et c'est dur de tenir la ligne parce que tu dis... J'ai pas d'excitation à acheter un FNB indiciel, puis j'ai pas d'excitation à choisir le moment. Hey, qu'est-ce qui me reste comme plaisir comme investisseur? De parler à tes chums puis de vivre, hein? Il y a d'autres choses dans la vie aussi. C'est vrai. Mais ça ressemble beaucoup à la cuisine, je trouve. Tu sais, comme le fast-food, c'est excitant, puis c'est des fois pas cher, puis c'est à portée de main, mais c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant pour l'organisme et la santé. Mais le slow food, il y a de quoi rassurant là-dedans. Toi, t'es le slow food? Ben, dans l'investissement, oui. J'achète et je conserve. Dans la nourriture, de plus en plus aussi, là. J'en ai à perdre. Mais oui, le slow, je trouve que c'est l'art. Je trouve que c'est la musique. C'est, je dirais, tout ce qui est artisan, de revenir à ce qui vient de la terre, tout ça. Il y a quelque chose de fascinant, peut-être plus goûteux et qui s'apprécie. Puis l'investissement, on peut le voir aussi comme une forme d'art quelque part. Il y a une des chroniques que j'avais faites, c'était sur un livre qui est sorti, je ne me rappelle pas du titre, mais c'était sur les meilleurs gestionnaires de fonds québécois et des gestionnaires qui ont battu les indices sur plusieurs années. Et tu sais, on parle d'achat local, tu sais, les fonds indiciels, c'est beaucoup des firmes américaines comme iShares et Vanguard. Puis même, tu te dis, tu sais, si j'aligne ça avec mes valeurs, peut-être que je devrais miser sur ces gestionnaires québécois-là qui, en plus, surperforment le marché, mais après les frais. Donc, leurs frais, oui, sont plus élevés, mais après les frais, ils surperforment. Donc, tu te dis, pourquoi pas investir dans des fonds québécois qui gèrent des actions américaines. Mais, tu sais, moi, j'ai eu cette réflexion aussi de dire, l'indiciel, c'est pas très local. Oui, Desjardins ont des fonds indiciels et tout ça, mais faut penser aussi de façon responsable sur l'impact qu'on a dans nos investissements, là. OK. Ben, je t'amène en fait sur une petite piste. Est-ce que tu as étudié l'indiciel factoriel? Non. C'est-à-dire quand on ajoute des filtres à un indice. Non, j'aimerais ça t'en entendre parler parce que je ne connais pas vraiment. Ben, je vais être bref, là, mais je vais te refiler de l'info parce que c'est aussi passionnant. C'est qu'on enlève le bois mort, les cochonneries en surface des indices pour des fois s'attarder davantage à des compagnies bien gérées, plus rentables ou encore la preuve est faite qu'il y a un plan de croissance. Là. Donc, c'est comme des fonds indiciels améliorés où on a épuré un peu on a gardé le meilleur. Oui, c'est ça. On a filtré un peu parce que faut dire que dans l'indiciel, il y a tout, le moins bon et le meilleur. On regarde le plus gros, hein? Puis, si on gérait sa vie juste en fonction des plus gros, on manque des fois des choses. Là. OK, je vais regarder ça. C'est quand même super passionnant de te lire avec l'investisseur futé et puis tout ce que tu fais. Au plaisir de se reparler, Sylvain. Merci beaucoup, Fabien. Le balado, le planif. La question du beau-frère. La question du beau-frère provient de Jean-Baptiste. Il est de Rivière-des-Prairies et lui, c'est son beau-frère qui n'arrête pas de lui dire « Pourquoi n'investis pas dans les cryptos? Il me semble que tu devrais le faire. Ça a été payant. Bitcoin à 125 000 $, c'est quelque chose. » Ben oui, c'est quelque chose. En fait, investir ou pas dans les cryptos devient évidemment une grande question existentielle, surtout quand on y va dans les cryptos qui sont plus exotiques, parce que le beau-frère de Jean-Baptiste, c'est là-dedans qu'il investit, lui. Bitcoin, Ethereum, Ripple, c'est des choses qu'il trouve vraiment pépères. Alors, ce sont des cryptos, il y en a peut-être des milliers, 2-3 000 cryptos, plus exotiques. Des fois, on va dire stablecoin, mais là aussi, il y a eu des échecs, il y a eu des fermetures, il y a des gens qui ont perdu toutes leurs économies. Et la question que Jean-Baptiste devrait se poser avant de suivre ou pas son beau-frère, c'est combien je suis prêt à perdre? Est-ce 1 000 $, 500 $, 5 000, 10 000, 100 000? Quand il a la réponse, c'est la somme qu'il peut y consacrer après avoir lu
tout ce qui est possible de lire sur le sujet et peut-être aussi d'aller chercher un deuxième avis auprès de professionnels de la finance parce que de plus en plus, les conseillers en placement sont habilités à investir dans les cryptos. Il y a de nombreuses cryptos aujourd'hui. Je pense que Solara vient d'entrer maintenant sous forme de fonds négociés en bourse. Alors, le conseiller en placement, il est habilité à vous suggérer quelque chose. Et des fois, c'est peut-être de doser, d'avoir une très petite portion de son portefeuille, mais il faut être vraiment prêt à le perdre. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Oui, ça va barder ce soir, je suis convaincu, sur l'oreiller. Ma blonde va dire « J'ai quelque chose à te dire. » Pourquoi? Parce que c'est le sujet de l'angle mort avec Isabelle, ce que les couples n'abordent jamais, mais devraient. Oui, en fait, c'est un angle mort qu'on voit souvent, Fabien. Les couples sont enclins à parler de projets, de voyages, de plein de choses, mais vont rarement discuter d'argent. Pourtant, l'argent, c'est souvent une des sources de tension les plus fréquentes. Et de séparation. Et de séparation dans un couple, effectivement. Ouais. Donc, ce qu'on observe souvent, c'est que les gens n'abordent pas, par exemple, les dettes personnelles ou encore le déséquilibre au niveau des revenus. Comment on gère ça? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est égalitaire? Ou encore les objectifs financiers à long terme. C'est quoi nos projets de retraite, d'enfants, d'achat de maison, nos placements? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer si un jour notre relation venait à ne plus fonctionner? Oui, on dirait que là-dessus, là, on évite ces sujets-là de peur que ça provoque la rupture. Là. Il y a un côté superstitieux. Bien, c'est sûr que quand on est en amour, tout est beau, mais l'argent, ça peut parfois rendre mal à l'aise. Ouais. Mais il y a des cas flagrants qu'on voit quand même relativement souvent. Par exemple, un couple décide d'aller se faire préqualifier pour l'achat d'une propriété, puis un des couples a beaucoup de dettes personnelles, puis il n'a jamais avisé son conjoint, puis finalement, on n'est pas capable d'acheter la propriété qu'on voulait acheter. Oui, ça dessouffle les projets, ça. Oui. Ou encore, s'il y a un des membres du couple qui gagne vraiment plus que l'autre, mais qui ont décidé quand même de séparer les dépenses à 50-50, ça crée un déséquilibre, ça crée une espèce de sentiment d'injustice ou peut-être même une dépendance financière d'un des membres du couple. C'est sûr, si quelqu'un peut se payer des voyages relativement luxueux, l'autre est obligé de s'endetter pour suivre. Ça ne marche plus. Là. Non, effectivement. Donc, j'aimerais aussi proposer quelques pistes de solutions, évidemment. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est parler ouvertement d'argent. Parler de vos salaires, de vos dettes, de vos projets que vous avez. Parler aussi de vos priorités, de vos habitudes de consommation. Créez-vous un plan commun, mais en ne négligeant pas votre individualité. Donc, c'est important, oui, de peut-être d'avoir peut-être un compte conjoint pour les dépenses communes ou un plan pour nos projets communs, mais ne négligez pas le fait que chacun doit quand même avoir son autonomie financière. Faites aussi un bilan régulier ensemble, une espèce de petit conseil financier amoureux là, tous les 6 à 12 mois pour faire le point. 6 à 12 mois, c'est suffisant? Oui, 6 à 12 mois, on fait le point. Où on en est rendu, vers où on s'en va, est-ce qu'on est toujours bien aligné sur nos objectifs? OK. Clarifiez vos attentes aussi. Et si vous n'êtes pas marié, évidemment, les lois ne protègent pas les conjoints de fait. En fait, pas tous les conjoints de fait. Donc, il faut s'assurer de se protéger. Isabelle, je suis sûr que Chaton va être d'accord avec toi. On en parle ce soir. Le balado, le planif. Vous avez des questions, vous souhaitez en savoir davantage sur les sujets dont on a parlé, alors écrivez-moi fm@fabienmajor.com. Gros merci à l'équipe de Cube Studio pour la production, montage et location des installations. Vous pouvez les contacter pour vos besoins, tout simplement en écrivant à pub@cube.ca. Et ce balado, cet épisode, il est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca, aussi sur toutes les autres plateformes de podcast et sur YouTube. Le balado Le Planif est aussi diffusé à la radio et télé sur la chaîne Cube les samedis à midi et dimanche 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.